Bienvenue sur ce résumé de Comment faire changer d'avis n'importe qui de Jonah Berger. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Pourquoi l'approche traditionnelle pour changer l'esprit des gens est-elle inefficace? Que faites-vous lorsque vous avez besoin que les gens voient les choses de votre point de vue, mais que cela ne fonctionne pas? Vous fournissez plus de faits et de preuves pour leur montrer pourquoi votre proposition d'idée est meilleure, n'est-ce pas? Des recherches menées par Jonah Berger ont révélé que c'est ce que 99% des gens feraient dans de telles situations. Les gens sont plus émotifs que logiques lorsqu'ils prennent des décisions. Ne les abreuvez pas de faits, persuadez-les plutôt. L'approche générale consiste à amadouer, convaincre et encourager les gens à changer. Et si cela ne fonctionne pas, vous essayez encore, et encore, et encore. Mais nous savons tous que cela ne donnera toujours pas de résultats encourageants. Plutôt que d'imaginer de nouvelles façons de convaincre les gens, n'est-il pas plus fructueux de répondre aux questions suivantes? Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas changé? Qu'est-ce qui la bloque? En répondant efficacement à ces questions, vous saurez comment faire passer cette personne de l'inertie à l'action. En chimie, les catalyseurs sont chargés d'accélérer la vitesse des réactions chimiques et ils y parviennent simplement en identifiant et en supprimant les obstacles qui limitent les réactions chimiques. Vous pouvez vous aussi devenir un catalyseur social qui sait comment identifier et supprimer les obstacles au changement. Ce livre a pour but de vous apprendre à devenir ce catalyseur social. Il est né de plusieurs années de recherche et d'études sur le thème du changement social. Jonah Berger a découvert qu'il existe 5 obstacles qui empêchent les individus et les organisations de passer de l'inertie à l'action. Dans ce résumé, nous allons les examiner l'un après l'autre, découvrir la science qui sous-tend chacun d'entre eux et vous montrer comment les surmonter. Préparez-vous à un voyage inoubliable. Point clé 2. Les restrictions créent une réaction qui empêche les gens de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Les gens détestent être poussés à faire quelque chose, et ce peu importe leur âge ou leur statut social. Les adultes détestent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, tout comme les adolescents n'aiment pas qu'on leur impose des restrictions. En fait, les restrictions sont l'une des principales causes de conflit social. Lorsque les gens se sentent limités, ils réagissent pour reprendre la liberté qu'ils perçoivent comme menacée. Le moyen le plus simple de persuader les gens est de leur donner l'impression qu'ils sont maîtres de la situation. Même si les gens savent que la restriction est pour leur bien, ils réagiront toujours de manière négative lorsqu'ils percevront une menace. Cela revient à dire « Et si je fais ce que vous ne voulez pas que je fasse? C'est ma vie. Je peux faire ce que je veux. » C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un conducteur envoie des SMS au volant alors qu'il sait qu'il ne devrait pas le faire. Et c'est la même chose lorsqu'un adolescent tombe encore plus amoureux de sa petite amie du lycée alors que ses parents lui ont dit de mettre un terme à leur relation. Nous voulons naturellement prouver quelque chose lorsque nous percevons une menace sur nos droits. Si nous voulons réussir à faire agir les gens comme nous le souhaitons, nous devons trouver un moyen de leur donner l'impression qu'ils prennent les décisions eux-mêmes et non parce que quelqu'un le veut. Il existe quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour y parvenir. Proposez un menu. Si vous entrez aujourd'hui dans un restaurant chinois, on vous donnera un menu à partir duquel vous choisirez ce que vous voulez manger. Ce faisant, le restaurant vous donne la liberté de choisir ce que vous voulez et vous en avez ainsi pour votre argent. Mais il y a une chose que vous devez remarquer. Vous ne pouvez pas manger de la nourriture allemande, italienne ou d'une autre culture, mais de la nourriture chinoise, à condition de ne choisir que dans ce menu. Mais cela vous conviendra parfaitement. Imaginez maintenant que vous soyez entré dans un restaurant généraliste où des plats chinois, italiens et allemands sont proposés, mais que le serveur vous dise de ne manger que du tofu mapo parce que c'est bon pour votre santé. Votre sentiment de liberté est déjà menacé et la réaction normale du client lambda sera de rejeter le conseil. Demandez, ne dites pas « il s'agit d'un autre moyen efficace d'éviter les réactions ». Dire aux gens que la malbouffe est mauvaise pour eux est loin d'être aussi efficace que de leur demander « cette malbouffe est-elle bonne pour vous ?» Ce type de question met immédiatement la personne dans une situation délicate. Et oui, la personne est assez sage pour savoir que la malbouffe n'est pas bonne pour elle. Elle réfléchira à la question et fera son propre choix. Mettez en évidence une lacune. Cette stratégie aide la personne que vous essayez d'influencer à voir l'écart entre les conseils qu'elle donne aux autres et ce qu'elle fait elle-même.
Par exemple, aucun adulte responsable ne voudrait que son adolescent soit au téléphone alors qu'il conduit, quelle que soit la situation. Pourtant, certains de ces adultes le font. En mettant l'accent sur cet écart, vous les amènerez instantanément à prendre conscience de leurs erreurs et à les corriger. Compréhension. Cette stratégie consiste à écouter les personnes que vous souhaitez influencer, à apprendre à les connaître, à identifier ce qui les motive et ce qui les pousse à faire ce qu'ils font. Vous serez étonné de voir à quel point cette stratégie est puissante. Parfois, tout ce dont les gens ont besoin, c'est de savoir que quelqu'un les comprend. Il est également important de comprendre les gens, car cela vous permet d'obtenir des informations que vous pouvez utiliser pour influencer leurs décisions. Le saviez-vous? Les êtres humains sont curieux de nature. C'est cette curiosité qui nous pousse à essayer des choses qualifiées d'interdites, même si nous n'en avons pas vraiment envie. Point clé 3. Les gens ne changent pas parce qu'il est difficile de briser les schémas existants. Il est difficile d'abandonner les choses auxquelles nous sommes habitués, qu'il s'agisse des grandes choses de la vie, comme un changement de carrière, ou de simples décisions comme le changement d'un téléphone portable. Lorsque nous utilisons certains matériaux ou certaines stratégies pendant si longtemps, nous développons un attachement naturel à ces matériaux ou à ces façons de faire. C'est cette inertie qui nous empêche d'accepter des produits ou des systèmes plus récents. Ce que les gens considèrent face au changement est connu sous le nom de coût de changement. Inconsciemment, nous comparons les pertes potentielles aux gains potentiels pour voir lequel l'emporte sur l'autre. Et c'est très délicat à ce stade, car les gens n'acceptent naturellement pas le changement si le gain potentiel ne l'emporte que légèrement sur la perte potentielle. Un exemple permet d'illustrer ce point. Imaginez que vous assistez à une loterie. Vous payez 100 $ pour vous inscrire à la loterie. Après votre inscription, une pièce de monnaie est tirée à pile ou face. Si c'est pile, vous gagnez 100 $, mais si c'est face, vous perdez vos 100 $. Jouerez-vous le jeu? Si vous êtes comme des milliards de personnes, vous répondrez par la négative. Des recherches ont montré que les gens ne tentent leur chance que si le gain potentiel est au moins 2,6 fois supérieur à la perte potentielle. En appliquant le facteur 2,6 à l'exemple précédent, joueriez-vous le jeu si vous pouviez gagner 260 $ en ne pariant que 100 $? Probablement. Voici une astuce. Si vous voulez que les gens agissent, montrez-leur les immenses avantages de l'action que vous souhaitez qu'ils entreprennent et faites-leur voir ce qu'ils pourraient perdre s'ils ne le faisaient pas. C'est la psychologie qu'utilisent les entreprises de paris sportifs. Elles vous font comprendre que vous pouvez parier avec à peine 100 $ et engranger des millions, et elles vous montrent des preuves à n'en plus finir de la part de gagnants chanceux. Ce qu'elles font en réalité, c'est vous faire comprendre que vous pouvez gagner des millions si vous essayez, et que vous perdez la possibilité de devenir riche si vous ne faites rien. Maintenant que vous savez que la dotation a un impact important sur le changement, que pouvez-vous faire en tant que catalyseur pour que les gens passent de l'inertie à l'action? Il y a 2 choses que vous pouvez faire. Mettez en évidence le coût de l'inaction. Les gens accordent une grande attention au coût de changement, à tel point qu'ils négligent souvent le coût de l'inaction. Si vous perdez des ventes parce que vos clients se tournent vers une marque moins chère, vous êtes déjà dans une situation délicate. Vous pourriez faire des compromis sur la qualité pour vendre moins cher, mais cela signifierait perdre des clients qui privilégient la qualité par rapport au prix. Mais rester inerte et ne rien faire pour remédier à votre situation ne serait pas très utile, car vous perdez déjà des clients. Quoi qu'il en soit, vous devez agir. Si vous parvenez à faire comprendre aux gens le coût de l'inaction, puis à leur présenter les avantages d'une action, vous serez en mesure de les convaincre. C'est nettement plus efficace que d'essayer de les pousser à l'action. Brûler le navire. Souvent, lorsqu'il faut choisir entre l'action et l'inaction, les gens ont tendance à opter pour l'inaction. Ces personnes ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est là qu'intervient le fait de brûler le navire. En supprimant l'option de l'inaction, les gens n'ont d'autre choix que d'agir, sans retour en arrière possible. Si vous êtes responsable informatique dans une entreprise, par exemple, et que certains membres du personnel ne veulent pas s'adapter à la nouvelle technologie que vous avez introduite, bien que vous leur ayez expliqué à quel point elle leur serait bénéfique, vous pouvez brûler les étapes en leur donnant de vraies raisons de ne plus réparer l'ancienne technologie lorsqu'elle devient défectueuse. Ce genre de démarche incite toujours les gens à agir. Point clé 4.
le biais de confirmation et son incidence sur la prise de décision. Au début de ce résumé, nous avons laissé entendre que les faits et les informations scientifiques ne suffisent pas nécessairement à faire changer les gens d'avis, mais nous ne vous avons pas dit pourquoi. C'est le biais de confirmation qui est en cause. Idéalement, l'état d'esprit d'une personne à l'égard d'une chose influe sur sa réaction aux faits et aux chiffres censés fournir des informations sur cette chose. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Par exemple, Monsieur A, qui pense qu'il existe un lien entre la vaccination et l'autisme chez les enfants, est plus enclin à croire un rapport qui soutient cette théorie que Madame B, qui est d'un avis contraire. En fin de compte, ce ne sont pas les faits et les chiffres scientifiques qui comptent vraiment, mais les croyances des gens. Des croyances erronées rendent plus difficile la tâche de convaincre les gens. Vos faits sont inutiles si la personne que vous essayez de persuader a des croyances contraires à ce que vous lui dites. Mais pour quelqu'un qui a des croyances favorables, ils constituent une arme redoutable. Il est plus facile d'émouvoir les gens lorsqu'ils partagent les mêmes convictions que vous. Mais que pouvez-vous faire si ce n'est pas le cas? Voici ce que vous pouvez faire. Si vous avez affaire à un groupe, identifiez les personnes dont les croyances les incitent à adhérer à votre produit ou à vos idées, et vendez-leur ce produit ou ces idées. Par la suite, nombre de ces personnes deviendront des défenseurs de votre produit et aideront à convaincre d'autres personnes. Ne commencez pas par essayer de convaincre la foule, vous échoueriez. Commencez plutôt par cibler les personnes qui croient aux idées ou aux produits que vous proposez. Pour ceux qui ne soutiennent pas ce que vous vendez, ne soyez pas trop dur avec eux, commencez par les encourager à faire de petits changements. Par exemple, en tant que personnel médical dont le patient doit perdre du poids, vous devriez commencer par lui dire de faire de l'exercice tous les jours, de changer complètement de régime alimentaire demain et de renoncer à ses passe-temps favoris. C'est certainement ce qu'il devrait faire en théorie, mais cela ne fonctionne pas de cette manière dans la pratique. Au lieu de cela, vous devez commencer par l'encourager à faire de petits changements et ajustements qu'il fera volontiers. Point clé 5. Éliminer les incertitudes pour que les gens puissent agir sans crainte. La peur de l'inconnu est une autre raison pour laquelle les gens préfèrent s'accrocher à leur mode de vie habituel plutôt que d'accepter le changement. En règle générale, il est préférable de ne pas agir lorsque l'on ne connaît pas les résultats possibles. Cela devient encore plus grave lorsque les enjeux sont importants. Que font les catalyseurs dans de telles situations? Ils font un effort supplémentaire pour éliminer la barrière de l'incertitude. Jacek a travaillé pendant de nombreuses années au service clientèle d'une banque. Grâce à son expérience et à ses recherches, il a découvert que la banque perdait des clients et que cela était dû à la mauvaise qualité du service à la clientèle. Il a porté le problème à l'attention de la direction en suggérant de modifier l'expérience client. Il voulait que les clients soient épatés et ravis à chaque fois qu'ils venaient à la banque. Il suffit de petits gestes de gentillesse pour que cela fonctionne. Mais comme vous vous en doutez, la direction a rejeté son idée. Il a persisté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus convaincre. Aucune des stratégies utilisées pour convaincre la direction n'a fonctionné. Fatigué et frustré, il a décidé d'essayer une dernière fois avant d'abandonner. Il a travaillé avec un petit groupe de nouveaux employés et s'est assuré que chaque membre du personnel de la direction recevait un traitement spécial lors de leur journée spéciale. Ils n'ont rien fait de grandiose. Ils ont seulement trouvé des moyens créatifs, émotionnels et personnels pour que les cadres se sentent spéciaux et appréciés à l'occasion de leur anniversaire ou lorsqu'ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire pour l'entreprise. Les gestes étaient petits, mais ils touchaient le cœur de ceux qui les recevaient de manière très spéciale. Sa proposition a été acceptée la fois suivante. Pourquoi était-elle soudainement facile à accepter? Parce que Jacek avait donné aux membres du conseil d'administration un avant-goût de ce que les clients allaient vivre. Il n'en fallait pas plus pour lever la barrière de l'incertitude. Faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que les personnes que vous essayez de convaincre n'ont aucune raison de dire non. Jusqu'à présent, nous avons examiné 4 raisons pour lesquelles les gens refusent le changement et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Dans le prochain chapitre, nous examinerons de plus près la manière dont un catalyseur peut inciter les gens à agir, même s'ils ne disposent que de peu de preuves pour étayer ses idées. Point clé 6. Soyez comme un vendeur. Fournissez tellement de preuves que votre client potentiel n'a aucune raison de vous refuser.
Imaginez qu'un inconnu vous aborde dans la rue et commence à vous vanter les mérites de sa banque, vous expliquant à quel point elle est formidable et pourquoi vous devez ouvrir un compte chez elle. Choisirez-vous d'ouvrir un compte chez lui? Cela dépend probablement de la manière dont le vendeur vous a présenté l'idée. D'une manière générale, il est peu probable que vous vous laissiez convaincre facilement. Mais si cet inconnu était votre ami proche qui travaille dans cette banque depuis une demi-décennie, vous ne vous poseriez pas autant de questions avant de prendre ses recommandations au sérieux. C'est pourquoi le bouche à oreille reste la meilleure forme de publicité. Autant que possible, tirez parti de votre autorité, de vos antécédents, de votre expérience et de votre expertise pour persuader les gens. Cela vous facilitera la tâche. Parfois, vous devez fournir plus de preuves avant que les gens n'acceptent ce que vous leur vendez. Le vendeur ci-dessus, par exemple, doit jouer toutes ses cartes pour vous convaincre, alors que votre ami n'a pas besoin de fournir autant de preuves. Quelle est la différence? Vous faites davantage confiance au jugement de votre ami parce qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez bien. La mesure dans laquelle vous fournissez des preuves dépend du degré de changement que vous demandez. Si vous voulez que les gens changent radicalement, soyez sûr qu'ils ne seront pas facilement convaincus, ce qui revient à dire que vous devez fournir davantage de preuves. Il peut s'agir de faits, de rapports scientifiques ou de preuves individuelles provenant de diverses sources afin de démontrer que de nombreuses personnes ou organisations adoptent le même changement ou disent au moins la même chose. Conclusion. Les gens continueront à faire ce qu'ils font ou ne font pas jusqu'à ce qu'une force extérieure vienne lever cette inertie. En tant que catalyseur, il vous appartient non seulement de montrer aux gens pourquoi ils doivent changer, mais aussi de leur montrer les avantages du changement. Il est également important de leur montrer comment agir. Cela signifie que vous devez fournir suffisamment d'informations pour qu'ils perçoivent la nécessité du changement. Faire un effort supplémentaire pour expliquer le coût de l'inaction, leur demander de petits changements, lever les incertitudes et trouver des preuves corroborantes. Fondamentalement, un catalyseur joue le jeu de la persuasion. Vous êtes en quelque sorte un vendeur et votre tâche consiste à vous assurer que les gens n'ont absolument aucune raison de refuser ce que vous leur présentez. Vous devez parfois travailler dur pour y parvenir, mais l'effort en vaut la peine. Essayez ce qui suit. Vous souvenez-vous que la première chose à faire pour faire changer les gens d'avis est de comprendre pourquoi ils ne veulent pas changer. Un bon moyen d'acquérir rapidement cette compréhension est de les écouter activement. Devenez un auditeur actif et vous apprendrez des choses sur les gens que vous n'auriez jamais su autrement. Pour pratiquer l'écoute active, vous devez aborder chaque conversation avec l'objectif d'apprendre quelque chose. Considérez l'autre personne comme une source d'apprentissage. Écoutez attentivement et posez des questions ouvertes qui montrent que vous êtes intéressé par la conversation. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.